Salut Jennifer, bienvenue sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu? Coucou Alexandra, ça va très très bien. Je suis contente de démarrer cette journée avec toi. Ça change et c'est aussi drôle de l'autre côté du micro. Yes, parce que Jennifer Limard, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es l'hôte du podcast La Relève, un podcast qui parle santé mentale et bien d'autres sujets. Mais justement, toi, comment tu te décrirais aujourd'hui? Je me décrirais épanouie, pleine de challenges, de quelqu'un qui parle de santé mentale et qui essaye de mettre, au mieux du possible, tout ce qu'on met en avant, dans mon quotidien. Je suis une équilibriste encore sur, comment on jongle entre, métier passion, vraiment parce que c'est un métier passion et et c et cette espèce de toujours cette volonté de vouloir, bien faire, nos côtés toujours un peu perfectionnistes, il y a aussi quand même cette recherche de, comment je peux toucher, impacter, plus de monde et toujours ce fil entre, je lâche et je fais confiance au processus et des fois, on se voit comment on se fait, râper des fois par des patterns. Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, je suis ça donc et après si je devais avoir une partie plus identitaire avec qu'est-ce que je suis? Hormis, être, une femme épanouie qui a quitté Paris pour vivre au bord de la mer. Aujourd'hui, effectivement, je suis, toujours coach, mais c'est une activité que j'ai mis, plutôt en relais, mais qui va repartir d'ici quelques mois. Mais aujourd'hui, je suis plutôt, podcasteuse et productrice, plutôt, créatrice, de contenu, parce que finalement les podcasteurs sont des créateurs de contenu. Et mon temps est aujourd'hui exclusivement, dédié à, la création de ce média, sous format, podcast et aussi, sous format, édito. On crée vraiment des éditos, hyper puissants, aujourd'hui sur la relève et je pense que bientôt on va aussi, migrer sur, la newsletter, Subtract pour pouvoir, faire encore plus d'éditos écrits parce qu'on voit que ça plaît beaucoup. Voilà, je sais pas si j'ai répondu, à ta question. Yes, carrément. Je pense que du coup, ça permet de mieux te cerner, on va dire. Tu dis femme épanouie. Il y a une question que j'aime bien te poser en début d'épisode. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ta vie fait pleinement sens aujourd'hui? Alors, la question du sens, je pense que je suis sur un 10 sur 10. Vraiment, j'ai tâtonné, mais là vraiment, 10 sur 10. Pourquoi? Parce que, on reviendra sur mon parcours, mais je suis une ex burnée de la finance, qui est passée par la case, coach à temps plein et quand j'étais coach, j'ai fait, du one one. On verra après si comment tu veux en parler et comment, j'ai développé mon activité qui a marché en tout cas, tout de suite. Hem Presque tout de suite. Et je suis passée de l'individuel forcément au collectif parce que j'étais full. Mais le collectif, pareil, on était, voilà des cohortes, maxi, 15 personnes et il y a un moment, j'ai eu envie de porter la parole avec tout ce que j'ai pu observer sur la santé mentale entre ce que je lisais, ce que j'ai traversé, les professionnels que je rencontrais et aussi parce que j'ai accompagné plus d'une centaine de femmes. Alors il y a aussi des hommes, mais ça restait quand même très, très, très majoritairement des femmes. Qu'il y avait un truc qui allait pas et que, je voyais les gens prendre le poids par culpabilité, responsabilité de cette problématique de la santé mentale, alors qu'il y a vraiment un sujet pour moi qui était systémique et quelque part, même si, tu fais des tu as la voix sur des réseaux sociaux, tu accompagnes des personnes par, individuel puis par petits groupes, il y a eu cette notion de: «Je veux parler de ça, mais avec un impact et un écho beaucoup plus fort» et c'est là qu'effectivement, est parti le podcast où, on parle pas de la santé mentale, comme on peut le retrouver partout, c'est quoi le santé mentale? C'est quoi les symptômes? Comment tu soignes? Alors on le fait évidemment, mais on tire le fil. C'est la limite, ça c'est presque l'introduction, mais l'idée c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a autant de problématiques de santé mentale. Quand je dis santé mentale, c'est vraiment qu'est-ce qui fait qu'au niveau de notre psyché, on sent ce mal-être qui finit souvent par des maladies, d'accord? Hem, Comme je dis toujours, on aurait un burn-it, ou d'autres sujets ou X dépressifs, hein, 2-3 dépressifs. Oui, OK, allez, à un moment, on parlerait, de responsabilité individuelle, je dirais: «OK, pas de problème». Aujourd'hui, quand c'est des millions de personnes qui sombrent, on est vraiment en train de créer ce que j'appelle la génération de burn-it ou de problèmes de santé mentale et que ça commence de plus en plus jeune parce que les jeunes sont extrêmement impactés. Non, le problème, il est pas que individuel. Ça veut pas dire qu'il faut pas traiter la partie individuelle, mais elle est surtout et principalement collectif. Et donc, c'était pour ça que le média, pour moi, prenait tout son sens pour aller vraiment creuser ces sujets et être un porte-voix, du décryptage. L'idée, c'est pas de faire quelque chose de pesant, de lourd, justement, c'est de le débrider, de parler de santé mentale, sans tabou, mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière et aussi avoir des histoires de résilience pour montrer qu'une autre voie est possible et qu'on arrête de s'enfermer dans nos voies de peur.
Voilà et pour moi ça prend tout son sens. Ah ouais, mais c'est ce que j'adore en effet dans votre podcast, c'est que ça va pas en superficialité, du sujet, ça va vraiment déjà en profondeur dans tout ce qui est sociétal, systémique et surtout c'est pas là pour juger, c'est là à la fin pour donner les pistes de qu'est-ce qu'on peut faire collectivement justement pour améliorer ça. Donc vraiment, à tous, je mettrai les liens dans l'épisode, mais je vous recommande, vivement d'aller écouter les épisodes si le sujet de la santé mentale, pardon, vous intéresse. Mais du coup, si on revient un peu à ton parcours, tu étais dans les finances, tu avais je pense, on va dire le truc traditionnel de la réussite, avec, J'appelle ça les cases l'autoroute des conventions moi, tu vois? Allez, voilà, l'autoroute des conventions, tout était coché et qu'est-ce qui t'a amené en burn-out? c'est plusieurs causes. C'était plusieurs causes, mais j'étais vraiment dans le déni. J'en parle d'ailleurs, qui c'est un épisode qui a très, très marché, c'est l'épisode 2 de La Relève. Vraiment, j'explique vraiment tout mon parcours sur le burn-out et comment ça s'est passé, comment je m'en suis sortie et cetera. Je dirais qu'il y a au-delà de la charge de travail, parce que je suis quelqu'un qui peut encaisser énormément de travail, surtout quand ça me plaît, la mission qu'on m'avait donnée, entre guillemets, le sens, le pourquoi de la mission me plaisait, mais petit à petit, on est dans des climats, parce que moi, je suis dans la finance bancaire, on est dans des climats où l'objectif, c'est la rentabilité. C'est pas l'humain. Sur les slides, on va te le mettre parce qu'il faut, on sait jamais si quelqu'un d'extérieur tombait dessus. Faudrait surtout pas qu'on puisse, se rendre compte et quand tu démarres des projets, tu as des métriques, ce qu'on appelle de quali et quanti et en fait, à la fin, je me souviens, je devais aller récupérer, mon budget, trimestriel, à peu près 2 millions pour donner un ordre d'idée de l'ampleur du projet que je pilotais et il y avait vraiment toutes ces personnes qui étaient toutes plus gradées que moi, mais en fait, je sais pas combien on était, c'est tout le monde avait besoin d'être là parce que c'était un des projets qui était extrêmement visible pour la banque à l'époque et je me souviens à la fin, on me dit, en fait, on a ce qu'on appelle des business case, je vais pas rentrer dedans et dedans, c'est en gros, c'est des prévisionnels où à la fin, en gros, c'est on a investi dans l'argent, combien on vire de gars, en gros, c'est combien tu vires de gars pour en fait rentabiliser ta thune en faisant beaucoup plus de digital. Je raccourcis et en fait, t'expliques les problématiques et à la fin, limite, on te demande de signer sur par ton sang, le fait que si on te donne ces 2 millions, ils vont avoir vraiment cette trajectoire signée de rentabilité, alors qu'on venait d'expliquer que déjà que la trajectoire était un peu branlante, et qu'on virait tant de personnes. Je me dis: «Mais qu'est-ce que je fous là, quoi?» Enfin, ces personnes-là, en plus, je les connais, je les ai côtoyées. Moi, j'ai fait partie du réseau à un moment. Et je dis: «Mais en fait, ils en ont rien à foutre. Je pourrais limite faire une sombre merde comme projet, tant qu'à ces polytechniciens et ces énarques, je leur mets un tableau qui leur dit: "Tu donnes tant, ça fait tant". On sait que c'est une réalité, pas une réalité, on sait que c'est des trucs». Mais vraiment, entre les promesses qui étaient pas tenues, les changements de pilotage, le climat délétère où vraiment, tu avais ce truc où, on croit que tu es un copain, mais quelque part, si ton projet, il meurt, comme il y a jamais assez de budget, ben, on récupère du budget. Donc, c'est tout ça mis bout à bout, et je crois que la fin, c'est vraiment c'est l'absurdité et le non-sens dans ce qu'on nous demandait et le climat délétère. Je crois que ça m'a buté, quoi. Vraiment, il y a pas d'autre terme et ce que je dis toujours, il y a eu un avant, un après. Le 29 mai 2019, je suis dans mon lit et mon corps n'arrive plus à bouger, j'arrive plus à me lever, quoi. Ouais et là, quand ton corps arrive plus à bouger, tu te dis: «Ah, c'est le burn-out». Je savais que ça allait me tomber dessus ou «What? C'est quoi ce truc-là? Je m'y attendais pas». Mais pas du tout! Mais pas du tout. J'avais des milliers de symptômes et je me souviens quelques jours avant parce que, on était sur des plateaux, enfin, on a fait des grands plateaux, en création de projet et on est, plusieurs dizaines et il y a mon manager qui était avec moi à ce moment-là. Faut savoir qu'il y avait, j'avais une journée de télétravail le vendredi, mais que je ne prenais pas parce que, je ne pouvais pas à présent demander à ce que je sois toujours là avec, des réunions sans cesse. Si vous avez, le compte, de satire du Le Télétravailleur, si vous voulez comprendre ce que je raconte, franchement, ça parle beaucoup de ça. Il a travaillé aussi beaucoup en finance dans l'univers de la banque, donc franchement, quand il parle, ça me parle beaucoup. Et en fait, je me souviens arriver et dire: «Oh là là, je pense que vendredi, je vais prendre ma journée de télétravail et entre midi et 2, je vais aller chez le médecin parce que, oh là, je ne dors plus». Mais vraiment pas. Et voilà, je commençais à avoir, cette fameuse réunion dont je parle, c'est la première fois où je claque. J'ai cette dissociation en train de me dire: «Mais je vais leur prendre mon PC, je vais leur balancer dans la figure», mais vraiment, comme dans les films. Et puis à un Ouais. moment, tu reviens et tu finis juste par dire: «Oui». Voilà et je sors et je pars, vraiment je le montre pas et je file dans les toilettes en larmes de crise de nerfs. Il y a énormément de symptômes, mais je tiens, je te passe, les pertes de mes cartes, rater le métro, la fatigue mais chronique, le stress, les mal de dos, les maux de ventre, enfin tous les trucs standards et mon corps s'est dit: «Bon, je crois qu'elle entend pas là, ça fait X mois que, je lui donne tout, je vais lui faire un bouquet final, je vais la clouer, quoi». Et vraiment, donc non, Ouais. le déni, c'est-à-dire que quand ça t'arrive, tu ne comprends pas. Tu te dis: «Mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver?» C'est même plutôt panique. C'est ton cerveau qui est littéralement, lui, conscient de ce qui est en train de se passer et ton corps lui répond plus. Et je me souviens, ma psy à l'époque m'avait dit: «Mais c'est simple, elle avait un parallèle avec la dépression». En gros, elle expliquait, la dépression, c'est tu l'énergie, mais c'est comme si on avait plusieurs ampoules qui étaient dévissées. Le burn-out, c'est comme si la centrale
la centrale d'énergie était mis en KO, était en arrêt. Il y a plus D'acc rien, il y a plus rien qui sort. Donc je finis, je sais plus, c'est mon ex-compagnon, a appelé le médecin et je crois que j'ai rendez-vous le lendemain, autant que d'y aller, tu vois? Et temps de percuter. Je me souviens plus pour le coup, le jour même et là je suis arrêtée. Voilà, je suis arrêtée et je me souviens même me dire: «Mais non, mais c'est pas possible, pas possible, mais je peux pas m'arrêter. Qu'est-ce qu'ils vont faire?» Tu sais, c'est ce fameux syndrome de: «Je pense que je suis indispensable». Dans une boîte où il y a ouais. 30 000 personnes, clairement tu es pas indispensable. Mais c'est ce truc de culpabilité, c'est-à-dire que tu es déjà à 6 pieds sous terre et tu arrives quand même à te dire: «Mais je peux pas, j'ai pas le droit». Et puis, Ouais, OK, je vois. je connaissais pas le mot burn-out à l'époque. Non, non, en 2019, je connaissais pas le mot. Je savais même pas que ça existait, quoi. Et quand du coup le médecin t'a dû te dire ce mot-là, tu t'es dit quoi dans ta tête? «Ah, il est à côté de la plaque»? Non, Il y a non, autre en fait, chose? «J'ai un cancer, je vous le dis, j'ai un cancer». voilà, je sais pas si alors, si elle doit pas exactement le mot burn-out parce que je crois que même eux à l'époque, mais c'est un truc dans le genre, tu vois? Il y a, bah, j'ai pas le choix. Et alors je me souviens, hem, heu, avoir ce truc de faut que je l'annonce. Tu sais, Ah ouais. là, je reviens pas demain, quoi. Il va falloir que j'annonce que je suis pas là pendant une semaine et je te jure, tu as ce truc de, non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme les vacances. Quand tu as une semaine de vacances, tu vois, tu as les 2-3 premiers jours où tu es pas encore bien détendu. Tu as le ventre mou au milieu de la semaine où là, tu commences à aller, puis tu sais, tu as le moment où tu dois reprendre. Tu vois, c'est un peu bah, il y a Ouais, ça, sauf qu'effectivement, moi, je me souviens que une fois que le corps commence à se détendre, parce que je commence à sentir mes mots, parce que maintenant comme je suis plus, dans le mental à être dans mon pilotage automatique de qu'est-ce que je vais faire, parce que j'étais vraiment en pilotage automatique, complètement anesthésiée de ma vie, hein, clairement. Tout d'un coup, je sens mes mots, donc je sens ma fatigue, je sens mes mots que je ne sentais pas et arrive au milieu de semaine où vraiment je me souviendrai toujours de cette phrase et de ce moment. Je suis dans mon canapé, je crois que je fais des recherches quand même à ce moment-là en disant: «Mais c'est quoi ça?» Enfin vraiment je m'interroge quand même sur le sujet, sur ce que c'est et cetera et j'ai ce mouvement qui arrive en moi en disant: «Mais si j'y retourne, je vais mourir». Et là je me suis ouais, dit: je peux pas y retourner. Si je retourne, je vais mourir». Et du coup arrive le moment où ton arrêt alors le médecin quand te dise toujours: «Si à quoi ça vous revenez», hein, vraiment. Et là je dis: «Mais je peux pas revenir». Et là tu dis: «Ah faut que je reprenne rendez-vous chez le médecin pour me refaire arrêter». Et puis au bout d'un moment, il passe de semaines, à mois et il faut savoir que je n'y suis jamais retournée hormis pour une convocation avec, que j'ai dû prendre au niveau syndical, tu vois? Sinon je n'y suis, absolument jamais retournée. OK. Et bah, du coup, du jour au lendemain, tu as plus rien parce qu'on va dire que dans ta vie, tout tournait autour du boulot, je suppose? Ouais beaucoup, beaucoup trop. Ouais. Qu'est-ce qui tu fais quoi à partir de là? Tu vois, je pense que ça va être un peu le néant de: Mmh. «Waouh, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je fais?» Mais en fait, moi, ce qui est assez, curieux, parce que j'ai beaucoup travaillé, tu vois, on a fait la même école de coaching, celle de Julien. Je me suis beaucoup coachée Ouais, sur le burn-out, les traumas et cetera. Et dernièrement, j'ai une thérapeute qui m'a, mis le doigt sur quelque chose parce que je comprenais pas pourquoi, pour moi, ralentir, c'était mourir, tu vois? ouais, J'avais toujours ce rapport au burn-out, le trauma de l'effort. Et en fait, c'est pas tant l'effort parce que comme je l'ai pas vécu si douloureusement parce que j'étais anesthésiée. Par contre, ce qui a été justement extrêmement brutal et ce qui a créé le plus de trauma chez moi, c'est l'arrêt brutal. C'est-à-dire là pour moi, là où je me suis sentie quasiment mourir, c'est au moment où j'étais en arrêt. C'est au moment où j'ai mmh, ralenti. C'est pas forcément au moment où j'étais, dans la suradaptation, dans cette rat race parce qu'il y avait l'anesthésie qui fait que j'ai pas associé ça à de la souffrance et de la douleur. Par contre, l'arrêt brutal, oui. Et du coup, bah, je me retrouve dans cette situation où tu passes à tes journées qui sont à 100 à l'heure, mais complètement anesthésiée et fatiguée, à rien, mais tu as plus de jus. Et c'est ce que j'appelle rentrer moi je l'avais nommé comme ça, ce que j'appelle la phase de Zombieland. Et ça m'a duré, je crois, à peu près quasiment 3 mois. Canapé, lit, canapé. Voilà, à peu près. Même me laver devenait compliqué, manger devenait compliqué. C'est plutôt moi en plus qui faisais à manger. Mon ex-compagnon savait faire que des pâtes, donc autant te dire, je bouffais des pâtes. Voilà. Parce que j'avais ni envie de cuisiner ni quoi que ce soit. Donc tu manges vraiment ce qui te passe, sous la main. Vraiment, je fais que ça. Donc c'est très brutal et en même temps, il y a cette culpabilité, tu as cette colère parce qu'à ce moment-là, tu vois que ça faisait, 12 ans que j'étais dans cette boîte. Je faisais partie de ce qu'on appelle un programme à 2 vitesses de talent et cetera. Et le jour où ça t'arrive, tu es plus un matricule, tu vois? mmh, En plus, forcément, ils font attention à pas te contacter parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, tu sais, voilà. Heu, mais en même temps, tu as des messages qui sont, pas agréables. Moi, dès que je voyais leur nom arriver, parce qu'en plus, ils m'ont fait chier sur des arrêts maladie et cetera, qui disaient qu'ils s'étaient pas reçus, qui étaient en fait, bref, des trucs sauf que dès que je recevais un papier avec leur nom, c'était l'effondrement, c'était mais une panique à bord. C'est un ouais, peu comme les gens qui appellent ça
la panique des papiers là, je sais plus comment on appelle ça là, à Kézouak La là, phobie administrative? voilà. Mais ça m'a provoqué ça, mais vraiment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand je reçois des trucs, c'est phobique, tu vois? Et vraiment aujourd'hui, j'ai presque ce truc, tout ce qui est administratif, vraiment je le vomis alors que je veux dire qu'en finance et en banque, de l'administratif, tu en bouffes. Vraiment, c'est ça. Donc vraiment, je passe de rien, enfin de tout à rien. Je vois plus de monde. C'est très compliqué de se justifier parce qu'en fait, les gens, lorsque toi, tu as cette identité de la personne qui est justement le fameux forte, qui a toujours la banane, qui est plutôt moteur, et cetera, tout d'un coup, quand tu es toi en phase d'effondrement, les gens n'arrivent pas à associer ce que tu vis réellement, avec qui tu es. Les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire et puis en 2019, c'était pas comme aujourd'hui et encore moi aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est moins tabou parce que je suis dedans, mais il y a des endroits où, quand j'interviewe des personnes, me faut quand même comprendre qu'à plein d'endroits, c'est encore tabou et pas si connu que ça. Hem, mais voilà, c'est ça qui est compliqué. Et comment t'en es venue à te dire: «Je bifurque vers le coaching»? Alors, tu passes par plusieurs phases. Une fois que tu passes de la phase de Zombieland, tu te dis: «OK, je peux commencer à voir, ce qui se passe, je peux me remettre un peu en mouvement». Donc je me remets en mouvement, alors que j'étais extrêmement sportive, tu vois? Plutôt, boxe, running et cetera. Là, je pouvais plus rien faire. Je me mets plutôt au yoga alors qu'avant, le yoga, c'était non mais le yoga, c'est boring, tu vois? C'est pas du sport. Donc je découvre d'autres pratiques. Je me mets à aller en bas de chez moi. Je passe devant tous les jours. Je me rends compte qu'il y a un centre de méditation, coréenne. Donc je vais tester, enfin voilà, je teste plein de trucs beaucoup plus, holistiques. Faut savoir que la médecine traditionnelle t'aide pas, j'hésite pas à le dire. Ma toubib, elle a jamais, freiné le fait d'être arrêtée, mais en fait, elle ne pouvait rien faire d'autre que, m'écouter et m'arrêter et elle me disait: «Prends des anxiolytiques» que je n'ai pas pris, mais elle m'a dit: «Non, mais je te les prescris parce qu'au niveau de la sécurité sociale, si tu as pas de médicaments anxiolytiques, tu n'es pas malade». Donc j'avais une caisse remplie d'anti-anxiolytiques, je pouvais faire un trafic à la fin, parce que j'allais chercher, tous les mois que je ne prenais pas, parce que, je n'avais pas envie, je ne ressentais pas le besoin. J'étais pas en dépression, j'étais pas anxieuse ou en dépression, j'étais, heu, fatiguée, tu vois? Vraiment et on a encore ce système en France. Ça veut pas dire que d'autres n'en ont pas besoin. Attention, c'est pas ça, hein, voilà. Hem et donc voilà, je commence comme ça. Je vais voir ma psy que j'avais à l'époque, que j'avais un peu arrêté de voir et je retourne la voir donc ça me fait énormément de bien et ça dure, je suis quand même arrêtée pendant 1 an et demi. Je dois commencer à reprendre soin de moi, je pense qu'à la rentrée, donc c'était en mai, donc je pense que doit être sur septembre-octobre et encore même pas parce que attends, je fais la arrive très vite le covid aussi, tu vois? Mine de rien, tu Ah vois? oui, ouais. Arrive le covid, à quel point j'étais encore fatiguée, de mai 2019 parce que le covid, ça doit être, février-mars 2020. Quand Ouais, c'est ça. il y a eu tout le monde qui était à l'arrêt, une fois qu'on peut dire qu'il y a eu la peur qui est passée, du covid, moi, c'est comme si tout le monde était à mon rythme. J'avais plus besoin de me justifier pour sortir, tu vois? Vraiment, moi, je l'ai vécu, il y a eu, OK, comme tout le monde, la flip, mais une fois que tu as ce truc, je suis chez moi, je peux me justifier. Il y a des cours de sport en visio avec tout le monde, parce que la vie, c'était un peu plus, récent et tout. Moi, du coup, hormis ça, hormis la peur, le fait de rester chez moi enfermée et de plus être sollicitée, ça m'a fait un bien énorme, faut le savoir, pour vous dire quand même 1 an après. Une fois qu'il y a eu cette sortie de covid, bah, j'ai commencé à prendre, un peu plus soin de moi. J'ai dit: «J'allais prendre la psy», je me suis remise en mouvement et cetera, mais ça a pris du temps. Néanmoins, j'ai vécu la perte de ma chienne avec qui j'étais depuis 14 ans. Je me sépare du compagnon avec lequel, je suis, et je me retrouve du coup 1er janvier 2021 en train de me dire: «OK». Ah oui, j'ai démissionné quand même entre-temps parce que j'en avais marre d'avoir ce fil à la patte. Hem, j'avais hésité à faire une procédure, mais en fait, je me souviens, l'avocat m'a dit: «Ah» enfin, c'est très compliqué parce que vous êtes pas du tout apte, vous avez pas la force de vous replonger dans, tout ce qui peut paraître harcèlement parce que j'ai pas envie de m'étendre là-dessus, mais il y en a eu. Hem, donc on n'a pas envie, on n'a pas la force, mais le système est complètement pas compatible avec l'état dans lequel on est. On nous demande d'être forte et Mmh. de nous battre et de nous replonger dans ce qui nous a créé le trauma, une partie du trauma en tout cas. Du coup, j'ai préféré démissionner. Ça pour ma santé mentale, c'était pour moi de dire: «OK, je pars sans argent, sans rien», alors que, quand tu as fait 13 ans d'ancienneté dans une boîte comme ça, autant te dire que tu pars pas avec rien. En fait, l'argent, enfin ma santé mentale valait plus que tout cet argent, en fait, je n'en pouvais plus. Donc j'ai démissionné, je prends soin de moi, je me retrouve fin d'année, donc je perds ma chienne, je n'ai pas de job, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, donc voilà. Je paye quand même toute seule, alors j'ai pas peur de le dire, un loyer de 1 780 €, vu que je me sépare de mon ex-compagnon et à cette situation, lorsque tu as pas d'emploi, personne veut te reprendre dans un nouveau logement. Donc je dois assumer ce logement à 2, toute seule. Là, un peu ma vie à cette période-là et je retourne voir ma psy, je crois, du coup, en janvier 2021 et je me souviens, elle me dit, j'en ai toujours cette phrase: «Oh là là, tout est lourdeur chez vous». Ah, je dis: «OK». Donc je me dis comme on est encore cette phase où, plein de choses sont fermées avec le covid, que, bah, on n'est plus obligé enfin, on ne peut plus sortir et cetera. Je me dis: «Bah, OK, tu sais quoi? La seule personne sur qui tu peux miser, tu as pas de dépenses à faire, c'est toi.
mise sur toi. C'est la première fois vraiment où je me dis, séance de psy, je me souviens, 1 fois par semaine, je tente l'hypnose, je continue la méditation coréenne. Enfin voilà, vraiment je pars dans ce type de pratique. Faut savoir que je faisais déjà de la création de contenu, avec des recettes végétariennes sans gluten. J'avais désactivé mon compte parce que j'avais plus la force. Je le réactive. Donc je commence à regagner ma vie, en faisant de la création de contenu, pour le coup. Puis pendant le covid, enfin, vous avez vu tout ce qui est la bouffe a explosé. Mmh. Donc forcément, mon compte avait, réexplosé à cette période-là. Donc j'ai des contrats qui arrivent. Donc ça me permet aussi de me dire: «Bon voilà, je peux subvenir à mes besoins, à ce moment-là». Quand tu dis que tu as des contrats, tu vends quoi? Je vends de la création de contenu, je vends, de l'espace, tu vois? Je crée une recette pour, telle marque, je crée un reel avec une recette avec telle marque, ou, OK, en c'est de story. la de l'influence, on te paye pour, mettre une marque en avant? Ouais, création de contenu, OK. influence avec plein de je fais aussi de la marque blanche, je fais de la photo de la marque blanche. Ah oui, on me propose aussi de faire de ce qu'on appelle là, j'ai un très, très gros contrat avec une super marque, styliste culinaire, parce que forcément, il y a la vidéo émergeait seulement à cette période-là, donc je faisais beaucoup de photos. Donc tout vient à moi. Vraiment, pour le coup, je démarche pas, et ça me rassure et ça me donne un autre élan. Je me dis: «Non, mais qu'est-ce que tu fous à Paris? Franchement, tu peux bosser de n'importe où». Là, je découvre la région des Landes, je pars dans les Landes, là où je finis par habiter aujourd'hui. Hem Et c'est cool, je profite, franchement, je profite de la vie. C'est vraiment, je profite de la vie. Faut savoir que je gagne quand même plutôt bien ma vie avec la création de contenu. Ça me permet de subvenir à mes besoins. Je me pose pas trop de questions. J'ai pas trop envie de me poser de questions à ce moment-là. Donc je profite, je passe tout l'été, dans les Landes, à droite, à gauche avec mes copines, et cetera. Arrive la rentrée. Tout le monde se pose la question de la rentrée, tu vois? Tout le monde reprend un peu son rythme, et cetera. J'ai ma création de contenu, mais au fond de moi, je sens que tu me parlais de la 1re question tout à l'heure, c'est quoi le sens pour toi? Mmh. J'ai essayé mentalement de trouver du sens en disant: «Bah oui, mais comme je propose de la cuisine végétarienne sans gluten, donc le sans gluten, il y a un côté médical pour ceux qui ont cette pathologie. Végétarisme, c'est le sens de, l'écologie pour la planète, alors qu'on sait que, la viande, c'est ce qui pollue le plus, et cetera». Donc vraiment, j'essayais de trouver du sens dans ce que je faisais, mais c'était pas du cœur, quoi. Donc vraiment, et donc je tombe sur une pub, je crois, de David Laroche, pour pas le nommer, et je prends un premier truc, c'est 3 week-ends, avec, espacés sur 2-3 mois, je sais plus, avec des coachings, de groupe, tous les 15 jours le soir, et je découvre ça en me disant, parce que comme tout le monde, j'ai fait comme avec mes coachés, j'étais en train de me dire: «Je ne sais pas quoi faire». Voilà, j'ai quand même un métier qui me rapporte, et j'avais envie de trouver la réponse de: est-ce que je me lance à fond là-dedans et je crée vraiment une entreprise autour de cette création de contenu, food, ou il y a autre chose viscérale à l'intérieur de moi, il faut que je démêle ça pour vraiment m'aider à comprendre, ce que j'ai envie de faire. Voilà, comment ça, et donc je rentre par le coaching en tant que coachée, en fait, en septembre 2021, je crois, quelque chose comme ça, et sortie de ce coaching, parce qu'on a toujours on est en coaching de groupe, et j'ai on travaille, hein, donc forcément je commence à comprendre qu'il faut travailler sur soi et pas sur ce qu'on veut faire. Enfin voilà, je mets un peu mes pieds dedans, et je me souviens, il y a une session où vraiment j'expose mes 2 problématiques heu, si je continue la création de contenu autour de ce que je t'ai expliqué, ou je commençais à sentir qu'autour du burn-out, cette notion de santé mentale, de burn-out, de ces femmes qui s'effondraient, c'était un truc qui commençait à me parler, de se dire: «Mais ce que j'ai vécu, je l'ai pas vécu pour rien». Tu vois? Vraiment, il y avait ce truc-là, Mmh. et je me souviens d'exposer un peu mes 2 projets, à mon groupe, et je me souviens, mon groupe, il y a toujours cette phrase qui me disait: «Non mais tu es sérieuse? Toi, tu vois pas là?» Et quand on est vraiment, des fois, décalé de soi-même, il me dit: «Mais tu le vois pas? Entre la manière dont tu t'exprimes sur la création de contenu et la manière dont tu t'exprimes sur le sujet de la santé mentale des femmes, et cetera, mais c'est pas la même énergie, c'est pas le même truc». Il dit: «Mais c'est ton corps parle». Et je me suis dit: «OK, faut repartir sur quelque chose que je connais pas, faut que je me forme», tu vois, et cetera. Et je prends une première école de coaching, fin 2021, que j'intègre, et je pars pour, 10 mois de formation de coaching. Et en tant que coachée, et en parallèle, je continue quand même la création de contenu, food, tu vois? Et d'ailleurs, l'erreur que j'ai faite, pour les gens qui t'écoutent, c'est de pas avoir créé un deuxième compte au même moment, et d'avoir justement, comme j'avais rien à vendre, parlé de coaching, parlé de santé mentale sur un Ouais. compte où j'aurais commencé vraiment en tant que poser ma voix, en tant que référente, expliquer. J'aurais rien à vendre, j'aurais créé une communauté, j'aurais créé quelque chose de confiance. Je regrette de pas avoir fait ça. Mais comme je fais déjà de la création de contenu pour la food, parce que forcément ça me permettait de vivre à ce moment-là, je l'ai pas fait, parce que j'avais un côté très silo à l'époque, et vraiment je pense que si je devais donner un conseil à quelqu'un à ce moment-là, ce serait de faire ça. Vraiment aujourd'hui, parce que j'ai créé mon compte, coach à partir du moment où j'ai commencé à être certifiée en coaching, et petit à petit en parler en même temps que je commençais à créer ma boîte, mon offre, et ce que j'allais faire. Yes. Hem, Ultra intéressant de voir ce démarrage du coup dans le coaching. Donc tu as démarré 2021, 2022, Non, 2022, j'ai ma 2023? formation.
OK, donc 2023, 2022, c'est je fais ça? ma formation. Elle se termine en septembre 2022. Tu vois, je la commence novembre, je termine en septembre. Et donc en septembre, seulement à ce moment-là, je commence à réfléchir: «OK, bah, qu'est-ce que je veux faire réellement? C'est quoi une offre?» Et c'était un peu à l'ancienne. Je paye, une fortune, pour, un site internet dont je me suis jamais servie. Pareil, ça, posez-vous la question. Enfin voilà, à l'époque, ça m'avait coûté 5 000 boules. Enfin, honnêtement, si je fais le calcul de ce que j'ai dépensé qui m'a servi à rien. Hem, C'est quoi d'ailleurs? Vas-y, pour ceux qui nous écoutent, Ah moi bah, j'aime j'avais le bien site cette question à chaque internet, fois. franchement, je m'en sers pas, il est toujours là, il est très beau, hein, et franchement la personne a été super pour le faire, donc c'est pas son travail, me sert pas du tout. J'avais pris même une sorte de ghostwriter pour m'aider à écrire qui m'avait pris 2 500 balles, pareil, ça m'a servi à rien vu que ça va avec le site internet. Oh logo, un enfer. Les créateurs, les graphistes, un enfer. Désolée si c'est votre métier, mais vraiment. À la fin, c'est mon mec qui l'a fait. Au final, me rendre compte que ce n'est pas possible. En fait, en 2022, j'avais pas encore accès à toutes ces créateurs, économie ou cette infoprenariat. Et en gros, truc classique, tu fais ton site internet, tu trouves ton logo, mais ça sert à rien. Mettez-vous sur les réseaux sociaux, parlez, prenez la parole, allez trouver des clients. Ça suffit, gardez votre argent plutôt, dans, de la création de contenu ou si vous faites des vidéos, éventuellement un monteur. Mais franchement, prenez la parole, primez-vous. Ah, il y a eu ça, vraiment tout ce qui était, graphisme, logo. Après, il y a d'autres trucs. Je pense qu'il y a plein de formations que j'ai prises qui m'ont servi à rien. Je pense que j'en ai une certaine, liste, mais c'est pas grave. Des fois, ça m'a fait plutôt rencontrer des gens, donc je vois le côté, positif là-dedans. Mais vraiment au démarrage, je pense que ça, la grosse erreur, c'est vraiment de pas avoir créé plutôt peu importe le terrain d'expression qu'on préfère, LinkedIn, Instagram ou autre, ou peu importe un autre Subtract, une newsletter, mais de pas avoir pris la parole avant même d'avoir lancé mon business et pendant que j'étais une apprentie, parce que j'étais en apprentissage Ouais. et d'avoir attendu, et payé qu'un site soit fait, qu'un logo soit fait et cetera pour me lancer et d'avoir un truc, trop chiadé. Ça, c'est ma plus grosse erreur, je pense, de démarrage. J'aurais pu commencer, quasiment, direct, en tâtonnant avec des petites choses et cetera et construire en marchant plus en MVP plutôt qu'avec ce côté, tout doit être prêt, pour que ce soit lancé. Parce que du coup, j'ai passé, septembre 2022 à décembre 2022 à créer tout ça et à dépenser beaucoup d'argent avec tout ça pour lancer, en janvier 2023. J'ai fait exactement la même chose et du coup, tu arrives, tu as tout qui est prêt et tu es là: Il y a «Allez les clients!» pas Voilà. d'audience, Et tu es là: «Bah, du coup, ça marche comment? Merde!» personne t'attend. Si les gens t'attendaient, tu sais? Mais personne t'attend. Donc mais je pense qu'on est énormément à le faire. C'est ce côté en plus, je pense aussi, un peu syndrome de l'imposteur, de: «Faut que j'ai une belle vitrine, il faut que tout soit beau pour me lancer». En fait, tout le monde s'en fout que ce soit beau et personne va voir. Mais c'est vraiment Hem, un filtre, c'est vraiment on se cache derrière, parce qu'en fait, on a peur de se lancer, donc on se dit: «Bah, si ça, c'est ouais. pas fini, je peux pas le faire», mais alors clairement, tout le monde s'en fout, quoi. Du coup, on est en janvier 2023. Tu as un beau site, tu as un beau logo, tu es contente. Comment tu fais pour trouver tes clients maintenant que tu as compris que c'était pas ça? Alors, ce qui se passe quand même, c'est que, alors j'ai un démarrage, assez drôle, je vais raconter. Je me fais quand même former, je connais pas LinkedIn. Je me dis quand même, mes sujets, je pensais d'ailleurs au départ, je pensais plus à des salariés. Vous allez vite comprendre que j'ai eu, quasiment, plus d'entrepreneurs que de salariés, mais, pour plein de raisons. Donc je me suis dit: «Où est-ce que je vais les trouver?» Je vais les trouver sur LinkedIn. Pareil, moi, Insta, c'était encore, je pensais pas que ça viendrait tant de là, même si c'était pourtant mon terrain de jeu parce que je connaissais Insta depuis ses démarrages. Parce que moi, j'ai eu des blogs, enfin vraiment, j'ai eu plein de trucs. Donc je prends, elle s'appelle Bérangère Gonzalez et je lui dis: «Est-ce que tu peux m'aider à me former sur LinkedIn?» Donc je paye un accompagnement en disant: «J'ai pas envie d'apprendre le média, j'ai envie qu'on m'explique très vite le raccourci pour savoir comment ça fonctionne» et parce que pour moi, je pensais que c'était une plateforme pour mettre son CV, quoi, grosso modo. Donc je n'avais jamais été sur LinkedIn, je n'avais pas de compte LinkedIn, donc je crée mon compte LinkedIn fin 2022 pour démarrage début 2023. Elle m'explique et effectivement, je me souviens, 3e post, hormis, 2, reposts et cetera. Je lui dis: «Mais quand tu arrives quelque part, qu'est-ce que tu dois faire? Tu te présentes». Enfin, tu vois, c'est la moindre des choses. Donc je me présente et je me souviens, je suis donc à Noël chez mes parents, enfin chez ma mère, décembre 2022 et je regarde une vidéo de Aurélie Valogne sur comment on écrit un livre. Hyper inspirant et cetera et je me dis: «Tiens, c'est marrant, je dois faire cet exercice, je viens de tomber sur cette vidéo. Comment, du coup, je pourrais raconter ma vie comme une histoire, ce passage de vie comme une histoire, comme elle l'a expliqué?» Sauf que je vais sur LinkedIn, mes contraintes, c'est, je sais plus combien c'est, 2 500 caractères. Comment je raconte 5 ans de ma vie, ou un peu moins, je suis à l'époque, en 2 500 caractères, en essayant de passer par les quelques étapes que je trouve hyper intéressantes d'Aurélie Valogne. Je fais cet exercice. Moi qui viens d'Instagram où tout était léché en photo à l'époque, parce qu'il y avait moins de vidéos. Je me retrouve à LinkedIn à dire: «OK, LinkedIn, c'est pas ça». Je fais un pauvre selfie avec mon téléphone, je poste et ces posts de présentation fait plus de 2 000 000 ou 2,5 millions vues, 14 000 likes, 5 000 abonnés d'un coup. Je suis submergée. Genre vraiment, je ne peux faire que ça, répondre, modérer et cetera et je me retrouve avec des vingtaines ou trentaines de rendez-vous clients, prospects. C'est Dont un le truc de dingue. premier. Sauf qu'à ce moment-là, autant te dire, je pense que j'étais pas prête. J'étais pas prête, j'avais pas encore en plus testé mon offre. J'étais pas aguerrie sur, la vente, sur comment, je close pour le coup. Néanmoins, la première, qui prend ce rendez-vous, elle s'appelle Lise pour le coup. Je fais cet appel et elle me dit oui tout de suite.
1er appel, 1er truc, enfin vraiment. Après les 20 autres, je vous raconterai après, j'ai une petite traversée, j'en close aucun. Là, en coaching, Julien Musi qui me débloque grosso modo sur ce sujet-là à un moment. 2e, cliente quelques semaines plus tard. Donc moi mes prestations, on est entre 4 000 et 5 000 € pour donner un ordre d'idée, D'accord. mes accompagnements. Hem, Sur j'ai de la santé mentale pour des salariés, Non, alors à ce moment-là? c'est toute personne qui sentent qu'elles sont, en phase de burn-out, soit en amont et on est sur de la OK. prévention pour que tu t'effondres, soit tu viens de t'épasser et tu es en arrêt et je t'aide à et je t'accompagne sur le sujet. C'était ça à l'époque. J'insiste juste là-dessus parce que dans l'audience, je sais qu'il y en a beaucoup qui, Ouais. on peut pas vendre un truc à 4 000-5 000 € à des salariés, ou en tout cas à des Lise et salariés à non-entrepreneurs. l'époque. Lise et Lise salariés. et salariés, voilà, exactement. Juste précision pour Hein, ceux qui écoutent et qui hein. seraient là: «Ah mais ça marche que dans le B2B ou autre». Moi, je suis comme toi, j'en suis persuadée, on peut vendre des trucs à 4 000-5 000 € à des gens qui ont des vrais problèmes et qui, pour qui, bah, là, dans ton cas, la santé mentale, c'est leur priorité, quoi. Ouais, ouais, elle avait un poste important dans la fonction publique en plus pour le coup. Non, non, elle est salariée, donc 1re salariée. 2e, je me souviens ici, je vais pour rentrer dans un réseau d'entrepreneuses et on me présente une personne ici et puis on va déjeuner ensemble. Donc je pensais que c'était du réseautage, vraiment. Puis à la fin, elle me fait: «Sinon tu fais quoi? C'est quoi ton offre?» et cetera. Et en fait, je me retrouve à être pas du tout un entretien de vente et puis, elle m'explique sa problématique. Elle a une grosse boîte pour le coup, ici, dans le secteur et elle me dit: «Bah, tu peux m'accompagner». Alors je m'y attendais pas, moi je m'attendais juste qu'on était en train de discuter, réseauter pour rentrer dans un réseau, d'entrepreneuses, tu vois? Donc ma 2e client, je la trouve comme ça et le 3e, parce que c'est un homme, word tout au féminin, je tombe sur un homme, donc elle pareil, tout mais ça tombe en 1 mois et demi, hein. Il est en burn-out et en plus sa compagne est quelqu'un d'extrêmement connu, donc il tombe sur mon compte, ça lui parle et on fait un appel découverte et il me dit: «Ouais, vas-y, accompagne-moi, quoi». Donc j'ai 3 premiers clients et je crois qu'en gros le tout me fait entre 13 et 15 000 € de chiffre d'affaires en un mois et demi, je viens de me lancer. Et je dis: «Wow!» voilà. Sauf qu'effectivement, j'ai tous ces appels de vente qui continuent parce qu'il faut savoir que pendant des semaines, mon post LinkedIn, il s'arrête pas pour le coup et je crois que j'ai 20-30 appels de vente et en même temps, parallèlement à ça, j'en close aucun. Et je me retrouve du coup donc de février où j'ai, le dernier client jusqu'à juin quasiment, je close personne. Là, on est plutôt sur le désert. Vraiment, je veux dire: «Mais qu'est-ce qui se passe?» et je prends un accompagnement avec Julien Musil, il testait un truc un peu en hybride et je me fais coacher collectivement sur la vente et je me rends compte qu'en fait, un de mes premiers métiers quand j'étais en finance, c'était de la vente et pour moi, c'est la vente était corrélée à mon identité de mon ancienne boîte dans lequel j'avais fait mon burn-out. Donc toutes mes compétences de vente pour lesquelles je fonctionnais très, très bien en plus à l'époque, je les refoulais parce que pour moi, ça faisait partie d'une identité que je refoulais et je me fais coacher sur la vente par Julien qui me débunk de 2-3 trucs. Plus je regarde la formation qu'il nous avait donnée de Levi sur le closing et cetera et là, j'en close 3 dans le mois, quoi et à partir de là, je dis: «OK, là, il y a un truc qui s'est débloqué», donc ça venait bien de moi. Donc je me dis: «Bon, il y a un truc, je dis: "Putain, c'est con, j'ai perdu tous ces appels de vente, mais c'est pas grave. C'est que c'est comme ça que ça devait se passer". Donc j'en reclose 3, et j'en close entre 2 et 3 par mois. Et alors arrive, Compostelle. Je pars sur Compostelle fin août, pendant 3 semaines à peu près, de cette même année et alors là, je suis juste sur Instagram et je partage mes péripéties sur Compostelle. Parce que ma vie quand vous partez en voyage avec moi, c'est un périple à chaque fois, c'est une péripétie, mais j'en fais toujours quelque chose de drôle. Et là, les gens me suivent. J'ai une petite communauté sur mon compte de coach. À l'époque, il y a même pas 2 000 personnes, je crois. Sauf que mes stories, il y a quasiment le nombre de stories vues que le nombre de personnes. Je reçois 60-80 messages jour, Ah ouais. à cette époque-là. Les gens me suivent comme une série télé. Genre même en couple, je me souviens, il y en a qui me disaient: «Mais attends, mon mec, on je dois attendre mon mec et on regarde tes stories de la journée, comme une série» et là, je crée en fait hem, je développe une relation très, très forte avec ma communauté. Vraiment, j'avais rien à vendre et mine de rien, je savais que quand je rentrais, je lançais, je m'étais formée au human design. J'en fais plus du tout, hein, maintenant, j'en fais plus du tout. Mais à l'époque, j'avais pris ça en plus en casquette supplémentaire, pour accompagner les gens sur, qui ils sont et pas sur ce à quoi enfin, qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais plutôt qui ils sont et je me souviens, j'en parle juste à la fin de mon voyage en disant: «Bah, voilà, j'ouvre les places, à que X places», j'en avais pas ouvert beaucoup. Elles sont prises en 48 heures. Parce que, la confiance, ça faisait de 15 jours qu'ils me suivaient sur mon truc. Je le balance, mais alors 100 pages de vente. Enfin, vraiment, j'avais un truc moche, je l'avais préparé avant de partir. Enfin, vraiment, pour le coup, c'était vraiment du test and learn, et tout part et c'est là, en plus, ça me débunk sur, l'inverse de ce que j'avais fait quand j'ai démarré en disant: «Mais en fait, tu sais quoi?» J'avais une page de vente sur Notion, vraiment, auquel j'avais rajouté mon Calendly payant. Tout ça, c'était artisanal. Grosso modo, ça passait, ça vendait et tout le monde s'en foutait, quoi et les trucs étaient pleins. Et à partir de là,
moi, je prenais en même temps que 10 personnes, donc c'était sur des accompagnements, longs d'à peu près de 8 séances, et j'étais full tout le temps. Pendant 1 an, Trop bien. j'étais, full, tout le temps, j'avais toujours 10 personnes et quand je disais que j'avais des places, quasiment c'était prise, dans la foulée. Mais du coup, je vendais mon temps contre de l'argent. J'ai adoré parce qu'il y avait cette notion de profondeur. J'avais du mal à penser qu'en collectif, on pouvait, accompagner aussi profondément et jusqu'au moment où je voyais que, bah, de toute façon, j'étais full et que j'étais limitée, j'étais sur file d'attente, liste d'attente et je dis: «Mais pourquoi pas le collectif?» parce que moi-même, j'étais en train d'expérimenter énormément d'accompagnement collectif avec du présentiel. Et je voyais la force que ça avait et donc du coup, à partir de, 2020 tu es non 2025, donc je fais 2023-2024 en one one. Je commence, un premier accompagnement collectif fin 2023 et non fin 2024, fin 2024 et j'arrête le one one et je fais, du collectif, tout début 2025 et pareil, c'est rempli, sans aucun problème, quoi. Et pareil, Trop je bien. le fais à l'arrache, hein, je le fais à l'arrache. Ça vient d'une idée, je crée un WhatsApp, je crée une page de vente rapidos et puis on y va, quoi, tu vois? Si je résume un peu, là, ce qui fait en fait que tu as attiré des clients à chaque fois, c'est cette communauté que tu as fédérée autour de messages que tu partageais sur, qui tu es, ce que tu veux faire, tes convictions et cetera. Ouais et puis alors LinkedIn en plus, faut savoir que j'ai pas été du tout assidue, hein. Vrai, je dirais que 90 de ma clientèle, elle était sur Instagram. Parce Mmh. qu'effectivement, je viens de cet univers-là, j'ai pas peur, de parler en story, de me montrer maquillée, pas maquillée, montrer, l'envers du décor, de faire des retours et puis après j'ai commencé parce que j'aime le format long, tu vois? Je suis pas très synthétique, j'ai déjà 38 Mmh. minutes qu'on parle. Je suis pas très synthétique, j'étais assez frustrée par les stories et les formats courts des réseaux sociaux. Donc j'ai commencé à transférer, une partie de ma communauté sur Telegram ou WhatsApp pour pouvoir faire des audios longs. D'où, la logique de faire un podcast, pour le coup et d'ailleurs je lance, à titre d'info, ma première saison de La Relève, je la lance, en septembre 2024. De manière rien à voir comme aujourd'hui, on est vraiment sur un média, on a notre studio et cetera, mais beaucoup plus confidentiel pour être un peu plus proche de mon audience. Sachant que c'était quelque chose que je voulais faire depuis 2019 parce que juste avant mon burn-out, je me forme quand même au podcast dans une école de journalisme pour vous dire à quel point c'est quelque chose qui était important, et c'est ça et donc en fait, j'arrive à transférer plusieurs centaines de personnes sur ces plateformes Telegram ou WhatsApp pour venir écouter du format long. Parce qu'on est quand même très bridé sur du format court. Donc en fait, emmenez les gens là où, c'est votre zone de génie quoi, hein, où c'est plus facile pour vous. Moi je suis pas Mmh. synthétique, je parle, mes idées sont un peu dans tous les sens, mais au moins, ma pensée est profonde quoi. Trop bien. Ultra inspirant. Du coup, ce qui s'est passé pour que tu te dises: «Il y a tout qui roule. Allez, je prends le risque, j'arrête tout et j'y vais à fond sur le podcast». Ouais, alors bah, c'était un sujet de santé mentale. C'est-à-dire que, je me suis retrouvée dans cette spirale du toujours plus de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que je vois qu'en faisant du groupe, mais en faisant un truc à la one again, je fais 20 000 € de chiffre d'affaires, et je pars en lancement récurrent tous les 2 mois. Ça m'épuise et en fait, je me rends compte que je deviens moi qui adore créer du contenu, je deviens esclave de mon contenu et je deviens esclave d'une métrique, qui ne m'inspire pas, tant que ça et finalement ce que j'aime faire à l'époque, le podcast, j'arrivais même plus à le faire, alors que c'était rien à voir, hein. J'avais mon micro à côté du PC, c'était pas filmé, et cetera. C'était confidentiel et pourtant, j'avais énormément de gens qui venaient par le podcast. Pareil, sachez que créer votre média, créer votre média, n'ayez pas peur et quand je dis média, c'est pas forcément qu'un podcast, hein, c'est, une chaîne Instagram, c'est une chaîne, hein, ou votre chaîne YouTube. Créez votre média, n'attendez pas d'être invité par les autres pour prendre votre place, faut prendre la parole pour dire ce que vous avez à dire. Ce que vous avez à dire, votre vécu a de l'importance, prenez-le. Et je pense que moi, j'étais frustrée parce que je suis rentrée dans une mécanique business, qui m'intéressait pas. Et tu te fais vite taper en infoprenariat avec ton million, ton 10 000 € de chiffre d'affaires, et cetera. Et en fait, ça pour moi, ça n'avait pas de sens. Tu vois, on parlait de sens tout à Mmh. l'heure, ça n'avait pas de sens. D'ailleurs, l'épisode de cette semaine, je vais avoir, Julia, qui a travaillé avec, Nina Ramen, où elle explique qu'à un moment, Nina, son objectif, c'était de faire 1 million. Sauf que Julia, c'était en tant que, par loyauté, le projet de Nina était en train de devenir le sien sauf que c'était pas le sien de faire 1 million. Elle en a rien à secouer de faire 1 million. Mmh. Et donc, bah, même moi, en fait, on voit à quel point on peut vite se perdre dans, c'est Ouais. quoi un business? C'est quoi un entrepreneur? À quel moment j'ai de l'impact, j'ai pas de l'impact, je compte pas et en fait, tout roule, je remplis. Je devais refaire un lancement en juin et je pars en séminaire à Ibiza au mois de mai. Ce qui est génial, c'est que, comme j'avais le lancement à préparer, fallait toujours à chaque fois, c'était dire: «Ah bah OK, là j'ai eu tant de personnes, donc si je veux plus, bah, faut qu'il y ait tant de personnes sur mon canal WhatsApp, donc pour faire tant de personnes, faut que je crée tel contenu» et en fait, ça devenait mais un enfer, en fait et je me retrouve dans cette maison à Ibiza où on me donne la chambre, où il y a rien qui passe. Ça veut dire que même un message WhatsApp juste pour dire coucou, ça ne passait pas. Je me souviens
je rentre dans cette maison, 24 heures, je suis une espèce d'autiste furieuse qui dit: «Pas possible, il y a pas de wifi, il y a pas de wifi, il y a pas de wifi». La fille qui est en bug, c'est comme un robot qui bug. Et donc je termine cette semaine, je pense que je termine en une semaine la personne la plus déconnectée de son téléphone. C'est-à-dire je savais même plus où il était. Ça m'a fait un bien fou, obligée de reprendre mon journaling, plus de téléphone. Comme ça marchait pas, bah, je le prenais même plus, et en fait, je suis rentrée de là en me disant: Non mais le rythme dans lequel j'étais, l'état nerveux dans lequel j'étais juste avant ne me convient pas. En fait, c'est pas ce que je fais qui est important, c'est comment je me sens dans ce que je fais. Et Mmh. si je devais réimaginer mes journées et l'état dans lequel je vis mes journées, ou le rythme de mes journées, qu'est-ce que je ferais si c'était ma journée idéale? Et en fait, je me rends compte que ma journée idéale, c'est le podcast et de la conférence. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur mes futures conférences, à partir de janvier, et cetera, et cetera. J'en ai déjà fait pour le coup et c'est comment je développe ça. Je garde aussi aujourd'hui, je rouvre des créneaux de consultation en coaching, mais tu vois, c'est vraiment, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le podcast, je sais pas comment les gens trouvent, mais j'ai des appels découvertes toutes les semaines, pour du coaching, de ce que je faisais avant. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, c'est dommage, il y a un vrai besoin». Donc je vais réouvrir plus de l'accompagnement sur de la durée avec X temps, de la consultation, vous avez besoin, hop, en one-one, à l'heure, je rouvrirai des moments parce que j'aime quand même ce contact avec les gens, donc passer de zéro à rien. Donc c'est, comment je trouve quelque chose qui est fluide pour moi, où je garde le lien de ce que j'aime sans avoir cette pression, business, tu vois? Clairement, qu'on se met, mais il y a on se met, mais il y a cette espèce de terreau au-dessus de nous dans l'environnement dans lequel on est, qui pousse un peu, tu vois? Déjà, il suffit que nous, on ait déjà nos Ouais. propres mécanismes, tu vois? Que j'avais, hein, avec, voilà, et puis tu as ce terreau et se dire: «OK, je veux pas ça moi, c'est pas la vie que je veux». Et donc j'arrête tout et je discute avec ma meilleure amie et en fait, on s'associe et on monte, en fait, j'avais déjà la relève et on se dit: «OK, à partir de fin août, on relance une saison». Mais en fait, c'est pas un truc à côté du business, c'est mon business, en fait. Et quand je dis business, aujourd'hui, je ne gagne pas Ouais. d'argent, hein. On est en train d'aller démarcher des sponsors et cetera. On a eu un lancement qui a été, fulgurant, sur, le 1er mois là, parce qu'on a eu aussi, des carousels sur Instagram qui ont fait des millions de vues sur des sujets, que je traite. Faut savoir que je prends des sujets, je les articule dans ma tête, j'adore faire ça. Après, bah, je les crée et je les mets sur Insta. Comme il y en a un hier soir, tu sais pas pourquoi, il a pris 300 000 vues dans la nuit, hein. Voilà, par exemple. Sur le cancer du sein, par exemple. Et voilà, donc effectivement, je suis passée à, je gagne, bien ma vie, donc j'ai tenu avec ma trésorerie là, pendant encore, quelques mois, à je fais 0 rentrée de chiffre d'affaires jusqu'à encore, là maintenant. Donc ça fait, 6 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je cherche pas à gagner de l'argent, je fais un pari sur l'avenir que le média sera ma, meilleure source, d'investissement, pour la suite. 1 parce que l'idée c'est de développer les conférences derrière et en fait, avec tout ce qu'on est en train de faire, on veut, on le dit, on veut créer un produit autour de la relève hyper accessible. Il y a tellement de gens qui sont en souffrance sur la santé mentale. C'est comment on est en train d'y réfléchir, hein, mais voilà, c'est comment je peux créer un produit qui vient soutenir, dans les oreilles. Il y a vraiment ce côté audio, dans les Ouais. oreilles au quotidien, vraiment le compagnon du quotidien avec une sorte de parcours personnel, avec les bonnes questions, sans pression, hyper accessible, vraiment en termes de tarifs, pour vraiment aider les gens, un truc qui existe pas, sur vraiment les aider à apaiser leur santé mentale et faire ce chemin vers eux, pour être beaucoup plus apaisés, quoi. Donc et ça, on veut le sortir pour, aller février 2026. Ah, trop bien. Un super projet et ça fait pas flipper quand tu gagnes bien ta vie et tu dis: «Wow, je prends» toi, tu reprends un risque quand même? Bah, en fait, j'avais un peu de trésor, j'avais quand même de l'argent de côté et en fait, à un moment, c'est hyper challengeant parce que plusieurs fois de ma vie, j'ai vécu avec de moins en moins de revenus et en fait, là, pendant 6 mois, je fais pas rentrer l'argent, je vis sur mes économies et en fait, à partir du moment où tu as ça, en fait, le problème qui s'est passé, c'est ce qu'on s'est dit avec Florence, qu'on vient quand même toutes les 2 de la finance. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu as une idée qui vient du cœur, dès lors que tu veux le transformer pour un tableau qui est une métrique de suivi, d'accord? En fait, Ouais, ton projet de cœur, c'est lui qui va s'adapter à la métrique. Et j'ai dit à ouais. Florence: «Je ne veux pas de ça». Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'en septembre, on a eu, heu, hem, des audiences fulgurantes. C'est-à-dire qu'on est monté quasiment à 12 000, écoutes pour un podcast, qui se relançait parce que ça faisait, 4-5 mois, j'avais pas lancé un Mmh. épisode. Hem et la saison 1 n'a pas du tout le même édito que la saison 2. Donc c'est comme si on relançait vraiment, on relançait un podcast. On a pris 15-20 000 abonnés sur Instagram sur le podcast de La Relève par rapport à la page de La Relève, juste sur ce qu'on a fait. Et en fait, lorsqu'à un moment, il y a pas de cette métrique d'argent, elle va arriver. C'est-à-dire que j'ai mes économies,
On sait jusqu'à temps qu'on est OK de tenir. Mais en fait, l'idée, c'était comment aujourd'hui je crée un projet de cœur. Je sais que j'ai une vision à un moment, l'idée c'est d'en vivre, mais comment et en même temps, quand moi j'arrive à vivre et être heureuse et épanouie là-dessus, aujourd'hui l'argent n'est plus un problème. Bien Ouais, évidemment qu'il va falloir que, j'en trouve et qu'il y a un business économique autour de ça. Mais en fait, ça n je vois bien que ça n'impacte pas mon bonheur. Alors oui, on va dire elle a l'argent de côté. Oui, elle a l'argent de côté, mais je l'ai gagné, hein. Je viens pas de famille de. Faut savoir que pas du tout. J'ai payé mon mariage, j'ai payé mes voitures, j'ai payé mes études. Enfin, donc voilà, tout ce que je fais aujourd'hui, ce sont, mes économies que j'ai de mes d'anciennes vies et au début aussi, bah, de ma trésorerie, de, mon activité de coaching qui avait très bien marché. Ça sert aussi à ça l'argent. C'est pas d'en accumuler plus. À quoi ça vous sert? Qu'est-ce qui vous fait vibrer le matin? Quelles sont les journées que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie, de laisser comme trace, en fait? Demain, je crève avec un compte en banque de je sais pas combien, bah, ça sert à rien et aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus. De faire 1 million, ça ne m'intéresse plus. Ça veut pas dire que demain je fais 1 million, je le rejette, c'est pas ça. C'est pas un objectif. Par contre, si ouais. c'est quelque chose, si c'est une conséquence évidente à so what? Mais c'est pas un objectif. Je me lève pas tous les matins en me disant: «Je vais faire le million». J'en ai rien à secouer. Par contre, c'est est-ce que je kiffe mon processus? Est-ce que j'ai de l'impact? Est-ce que mes journées quand je me lève, j'aime les faire? Et est-ce qu'effectivement, la question va se poser parce qu'on va pas se mentir, est-ce que j'ai assez pour vivre et avoir les journées que j'ai envie de faire? Parce que plus je suis quand même passée de la nana, en loup-boutin, qui s'habillait de Cézanne à la tête aux pieds, tous les mois, qui sortait, dans les bars, le machin et cetera, à aujourd'hui, enfin franchement, ma vie est très modeste. Enfin, le plus important, c'est la maison dans laquelle je vis, dans un cadre dans lequel je vis. Voilà, grosso modo, de pouvoir bien manger, parce que c'est hyper important, bien manger, de pas à rechigner quand je fais mes courses et pouvoir, me payer mes activités, sportives comme mon pilates ou ce genre de choses. Point barre. Alors j'ai la chance d'être dans un environnement, on est en bord de mer, on est à la montagne, on peut faire des randos, on peut marcher. Je suis comme toi, moi je marche 10 à 15 000 pas par jour, soit avec mes appels, soit parce que j'ai mon tapis de marche et cetera. Basta, je vais voir mes amis. En fait, on essaye de nous vendre qu'on a besoin d'énormément de choses, on n'a pas besoin de tant de choses, que ça et en fait, mes besoins, bah, se sont réduits à l'essentiel. Je ne vous dirai pas que vous n'avez pas besoin de l'argent. L'argent est une ressource au même titre que votre temps et votre énergie. Donc on a besoin d'argent, mais la question, on a besoin pourquoi? C'est quoi l'objectif de faire X ou X? Quelles sont les journées que vous voulez, mener? C'est quoi vos projets et pourquoi? Est-ce que c'est des projets de peur, de au cas où? Moi, j'ai balayé tout ça et je me suis mis dans des situations qui vont me permettre de vivre ces situations à l'extrême pour voir qu'en fait, et déconstruire et voir que ce qu'on nous a vendu, c'est du pipeau, quoi. C'est, ultra inspirant, Jennifer. Ça me fait penser, à plein de choses moi-même à titre, personnel. Je suis totalement d'accord déjà avec ça de si tu veux lancer une activité, le mieux c'est de la lancer sans pression financière et sans objectif financier parce qu'au moins tu es sûr, comme tu dis, de faire les trucs avec le cœur. Et quand tu fais les trucs avec le cœur, tu es toi-même. Quand tu es toi-même, tu es magnétique et tu attires, beaucoup plus, de monde que quand tu essaies de te forcer à faire des choses pour de l'argent ou pour autre. Donc là-dessus, je pense que c'est vraiment ça aussi l'une des recettes, miracles, bah, de l'épanouissement, mais aussi, de la réussite. Après bon, bien évidemment pour ceux qui nous écoutent, tout le monde n'a pas forcément, les moyens de se permettre ça. Mais si vous pouvez vous le permettre, vraiment, Jennifer, on le voit, elle respire la joie, même si elle gagne zéro. Et c'est ce qui fait que tu attires autant de monde et voilà, alors j'ai aucun doute, votre podcast, vous pouvez en faire plein de choses et le monnayer, très facilement là-dessus, je me fais aucun souci, pour vous. Je vois le temps qui, défile Jennifer, il y aurait tellement de choses à dire. Je rappellerai peut-être pour un deuxième épisode de podcast, peut-être sur le média ou autre, en tout cas, mince, je suis floue. Hop. Oui, si tu veux En tout un cas, conseil c'est pas pour grave, je lancer un suis média, hésite pas, quoi. ouais, carrément. J'adore finir l'épisode de podcast par une question de coaching qu'on va poser à nos auditeurs, qui vont se poser en marchant et en musique. Là, tout de suite, il y a une question, toi, que tu t'es posée à un moment dans ta vie qui a été game changer ou une question que tu aimes bien poser qui vraiment permet de justement se recentrer sur l'essentiel, ce qui a du sens? Ouais, en fait, je pense que ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, c'est un moment se sonder. Enfin, moi, je me sers toujours de, heu maintenant j'écoute beaucoup plus mon corps, hein, je suis beaucoup plus connectée. Quand je sens que mon système nerveux, comment expliquer? C'est très difficile, j'ai pas les mots. Quand je sens que mon système nerveux est à balle, c'est-à-dire que je sens que c'est nerveux chez moi, donc ça veut dire que c'est pas apaisé. Hem, la question c'est ça vient d'où? Et de revenir à: «Mais OK, si j'avais une journée idéale, enfin, comment je me sentirais? Pas qu'est-ce que je ferais, mais comment je me sentirais?» On tire plus de comment j'ai envie de me sentir parce qu'en fait, faut pas croire, c'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est comment on se sent pendant qu'on fait les choses, pendant qu'on vit les choses. On croit toujours que le faire va nous aider, mais c'est plutôt une fois c'est
comment j'ai envie de me sentir? Il y a plein de choses. Réfléchissez à comment vous avez envie de vous sentir. C'est quoi votre journée idéale, et cetera. On garde la règle des 80-20, c'est pas une utopie. Il y a des fois, effectivement, on aura des coups de stress, des coups de speed, il y a les enfants, et cetera. Et revenir à: «Qu'est-ce qui me permet de me sentir comme ça?» Et inversement, qu'est-ce qui m'empêche de me sentir comme ça? Et de le prendre par les 2 bouts et ensuite ajuster en fonction. C'est pas une baguette magique, je dis pas que prendre des décisions radicales comme moi, c'est ce qu'il faut faire, parce que moi je prends des décisions radicales, j'arrête du jour au lendemain, et cetera. Je marche comme ça ne marche pas pour tout le monde. Je pense que j'ai suffisamment travaillé mon système nerveux pour pouvoir me le permettre. C'est pas le cas de tout le monde, mais voilà. Par contre, vraiment cette question-là, c'est, voilà, comment voulez-vous sentir? Qu'est-ce que vous faites pour vous sentir comme ça? Et qu'est-ce que vous faites qui vous empêche de vous sentir comme ça? Super intéressante cette question. J'avoue que je fais partie des gens qui en général se posent la question: «Qu'est-ce que j'aime faire?» puisque «Qu'est-ce que j'aime ressentir?» Donc je crois qu'aujourd'hui je vais aller marcher en me posant aussi, cette question. En tout cas, un grand merci à toi Jennifer pour ton partage de ton parcours, pour tous ces conseils, ultra inspirants sur, bah, déjà, pour ceux qui sont en plein burn-out ou au bord, la santé mentale avant tout, s'écouter. Pour ceux qui lancent leur activité, créer créer une communauté avant tout, vraiment, vous parler, vous partager, partager avec le cœur, il y a que ça de vrai. Et pour ceux qui courent après toujours plus d'argent, se poser la question: «Pourquoi, je cours après ça? Est-ce que ça fait vraiment sens? Et qu'est-ce qui me ferait kiffer? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir?» Grand, grand merci Jennifer. Pour ceux qui veulent te retrouver, t'envoyer des petits mots doux pour que tu aies encore plus de MP, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? C'est moi derrière pour le coup, arrobase la relève média avec un S. Ah, il y a aussi mon compte personnel, j'ai mon compte perso arrobase Jennifer Limar, sur Instagram. On peut retrouver aussi sur Jennifer Limar sur LinkedIn, mais vraiment là où je passe le plus de temps, c'est Instagram. Donc si vous voulez me contacter même en DM, c'est là où c'est le plus simple. Top. Et ben, je mettrai, tous tes liens en descriptif d'épisode, d'Instagram et aussi du podcast. Et encore une fois, un grand merci à toi, À toi. Jennifer, et je te dis à très vite. Merci à toi Alexandra, merci beaucoup. Merci à vous. Ciao.